qui est ultra touristique. C'est vraiment une petite île de 2 km². Vous faites le tour en moins d'une heure à pied. Et il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes qui arrivent par jour sur cette île lors de la haute saison. Donc, c'est une île avec beaucoup de problématiques. Et ensuite, après avoir fait nos 2 mois là-bas, on a voyagé pendant 6 mois dans toute l'Asie du Sud-Est. Mais du coup, ça, je vais pas en parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions sur le reste de l'Asie du Sud-Est, je serai disponible. Du coup, pour présenter un peu l'asso, Gili EcoTrust, c'est une ONG indonésienne qui a été créée il y a plus de 20 ans par une Française. Sa mission principale, c'était la restauration de la biodiversité marine autour de Giliti. Et elle a fait ça par une technologie qui est un petit peu toute nouvelle, qui s'appelle les Biorocs. C'est une technologie qui repose, en gros, c'est on construit des récifs artificiels qu'on met au fond de l'eau et sur laquelle on replante des coraux. Et ça fonctionne sur la physique de l'électrolyse. Donc en fait, vous avez votre structure métallique en fer et il y a une anode en titane. Et on fait passer un courant et en gros, ça crée du calcaire et les coraux, bah, comme ils sont faits avec une grande partie de calcaire, ils adorent ça et ça les nourrit. Donc ça, c'est vite fait la technologie qu'elle utilise et c'est sur ça qu'on a été formés, du coup, nous là-bas dans l'assaut. L'assaut, leur but, c'est de créer une île durable parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment blindé de tourisme, de surconsommation. Et ils ont 4 grandes thématiques. La première, du coup, c'est la restauration des récifs parce que, notamment pendant la période du Covid, les pêcheurs, ils pêchaient à la dynamite. Donc, ils ont fait exploser tous les récifs. Il y a eu beaucoup de largage d'encre, donc il y a des trous partout. Et le fait qu'il y ait plus de récifs, bah, il y a plus de poissons, plus de nourriture et les plages sont vachement réduites à cause de l'érosion. Ensuite, ils essaient de faire une gestion des déchets parce que bien sûr, l'Indonésie, merveilleux pays dans lequel on ne gère pas les déchets. Et donc, en fait, il y a plein tout le temps de nourriture, tout ça qui sont emmenés sur l'île. Et ensuite, ils ramènent pas les déchets autre part. Donc, il y a un énorme tas de déchets sur l'île. Le tas, pour vous donner un ordre de grandeur, il fait la taille d'un terrain de football sur 8 mètres de haut, sur une toute petite île. Et du coup, ils essaient de mettre en place une gestion des déchets pour les ramasser, parce que sinon, les gens les jettent dans l'océan et ensuite de les recycler, de les trier. Donc ça, c'est une deuxième grosse mission de l'asso. Troisièmement, il y a le bien-être animal parce que là-bas, du coup, il n'y a pas de voiture sur l'île, il n'y a pas de route. Et du coup, ils utilisent des chevaux pour traîner les touristes partout. Et du coup, il y a beaucoup d'animaux qui sont battus, abandonnés, ils restent des heures au soleil, tout ça. Donc, il y a une problématique sur ça. Et enfin, ils essaient de faire de l'éco-éducation, c'est-à-dire instruire les gens de l'île, parce que c'est cool de faire des actions, mais si les gens sont pas au courant, bah, ils peuvent pas eux-mêmes changer leurs habitudes. Parce que beaucoup de gens là-bas, les Indonésiens ne nagent pas et ils se rendent pas compte en fait du monde qu'il y a autour d'eux sous l'eau. Donc en leur montrant des photos, en leur expliquant, bah ils comprennent. Ce qui fait que maintenant, par exemple, ils pêchent plus à la dynamite. Il y a beaucoup moins d'encres qui sont larguées autour. Et aussi d'éduquer tous les touristes, parce que bah du coup il y a plein de touristes qui viennent sur l'île et quand ils se rendent compte qu'ils voient le dump, donc c'est la montagne de déchets, qu'ils se rendent compte de plein de choses, bah ça leur apprend des fois à peut-être voyager de manière plus éco-responsable. Donc ça, c'est les 4 grandes missions de l'assaut. Et nous, du coup, on a été formés pendant 2 mois. Donc d'abord à la technologie BioRock, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et donc on a passé 2 mois à, enfin, on va dire d'abord un gros mois de formation où on a construit notre propre BioRock. C'est celui qu'on voit en haut à droite. Ça représente un requin-baleine. Et du coup, on l'a construit, on l'a immergé, on a planté des coraux dessus. Et on a appris à les entretenir, à comprendre bah, comment tout ça fonctionnait. Ensuite, on a étudié le reef check. En gros, on a eu une grosse formation sur connaître tous les poissons du coup de l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire, on a appris à les reconnaître. C'est des espèces qui sont endémiques et quand tu vois un certain type de poisson, ben ça veut dire telle ou telle chose, de la surpêche ou au contraire, ben, plein de coraux. Et on faisait des reef checks, c'est-à-dire qu'on apprenait donc on devait compter les poissons sur une longueur de 100 mètres pour faire des références, des données, des bases de data étudier du coup comment aussi étaient les fonds marins. Donc on faisait des checks de bah est-ce que le corail il est en bonne santé, quel type de corail c'est, est-ce qu'il est tout cassé, est-ce qu'il est blanc, est-ce que c'est un corail mou, un corail dur. Et on a fait du coral gardening qui est de la maintenance des récifs, un peu comme un jardinier mais sous l'océan. Du coup c'était hyper cool. Et c'était très intéressant. Du coup, ces 3 formations-là sont desservies par PADI, c'est
une des plus grosses organismes de plongée au monde. Et la dernière formation, c'est Coral Propagation. C'est une autre manière de restaurer les coraux. Et là, en gros, pour faire simple, c'est on a mis en place des nurseries sous l'eau et on récupérait des petits cailloux, des coraux et on les coupait, on les plantait sur des petits cailloux qu'on allait remettre dans l'océan. Pour les propager d'une autre manière. Et c'était super intéressant donc d'avoir ces deux formations-là. Et du coup, grâce à ça, on a pu participer aux missions de l'assaut pendant le deuxième mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, donc, comme je l'ai dit, les snorkeling tours. C'est là où on éduquait pas mal les touristes et les locaux. On leur faisait visiter tout simplement tous les biorocs qu'on a plantés autour de l'île. Donc ça, c'était super cool. On a participé à des recherches scientifiques. Il y a pas mal de recherches qui sont faites. Par exemple, si je prends un carré dans l'océan et que je nettoie tout, j'enlève toutes les mauvaises herbes. En gros, c'est un peu les éponges qui bouffent les coraux. Si je les enlève toutes, est-ce que ça va aider justement à faire repousser du corail ou est-ce que bah non en vrai je détruis juste le sol. Enfin du coup il y a plein de recherches scientifiques qui sont faites et l'asso y participe et donne du coup plein de données. On a fait du coup une grosse partie de tri et recyclage sur le dump. Donc là il n'y a pas besoin d'être formé, juste on est allé bosser au niveau de la montagne de déchets et tous les vendredis matins par exemple on allait ramasser tout le verre qui était sur le tas parce que du coup ils ont juste un système de récolte pour récolter tous les déchets pour pas qu'ils aillent dans la mer. Ils les mettent sur le tas et après c'est à nous-mêmes de trier. Du coup le verre faut l'enlever parce que à cause du soleil ça fait que le tas il brûle, c'est hyper dangereux. Ensuite, le plastique, on récupère toutes les bouteilles en plastique, on les trie et on les envoie sur le centre de recyclage. Il y a une grosse île à côté où il y a un centre de recyclage qui rachète nos déchets et ça permet de récolter des fonds pour payer des gars qui peuvent du coup ramasser les bouteilles sur le tas. Donc c'est assez cool. Le verre, ils ont réussi à acheter des machines pour recycler le verre sur l'île. Pareil, on recycle les canettes, tout ça. Donc on essaie de trier pour faire diminuer le tas. Mais vu le nombre de touristes qui viennent tous les jours, c'est un peu compliqué. On fait des beach cleaning parce qu'il y a Bali en face et que Bali, il nous envoie plein de déchets sur Gili. Du coup, il y a des plages qui sont pleines de déchets. Donc, toutes les semaines, on fait des beach cleaning. Et c'est assez cool parce qu'il y a plein de gens, de touristes qui viennent aider. Et du coup, c'est hyper sympa. Et on fait enfin de la surveillance des ancres parce qu'il y a encore quelques bateaux qui n'ont pas compris que jeter une ancre, ça détruit le récif qui est en dessous. Et du coup, après, il y a plus de poissons et plus de récifs et plus de touristes. Donc, on les dénonce à la police. Voilà, on fait clairement de la délation. Mais, si la police ne fait rien, du coup, bah, on fait des rapports, on les prend en photo comme sur la photo que vous pouvez voir. Et ensuite, on fait des rapports et ils ont des amendes. Et en vrai, ça a grave, grave, grave diminué. Et donc, c'est super cool. Ça, c'est à peu près les missions principales qui nous occupaient quotidiennement ou tout au long de la semaine lorsqu'on était là-bas en tant que volontaire. Ça, du coup, c'est des petites photos qu'on a prises là-bas. Au milieu, vous pouvez voir le Biorock quand on était en train de planter les coraux et qu'ils ont vachement grandi. Et du coup, c'est assez sympa. Et en tout, maintenant, il y a 180 biorocs qui ont été construits tout autour de l'île. Donc, avec tous des formes différentes. C'est trop cool. Ça a pas mal protégé les plages et ça a vachement diminué l'érosion. Et on voit qu'il y a plein de nouvelles espèces de poissons qui reviennent, qui avaient disparu. Il y a plus de 47 000 kilos de déchets plastiques qui ont été retirés des beach cleaning. Et on a fait plus de 5200 pardon, beach clean en tout depuis que l'asso existe, à raison de un par semaine, voire deux. Donc c'est super cool. Il y a plein d'actions et on voit que commence à y avoir des gros chiffres et il y a un vrai impact sur l'île. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais faire un petit point un peu compétences et interculturalité, puisque je me dis c'est un peu important de savoir aussi au niveau de l'école, qu'est-ce que ça peut vous valider et tout, puisqu'en plus, je crois que pour les deux A, là, c'est un peu la sauce niveau interculturalité, vous avez plein de trucs. Niveau compétences, je sais que ça peut agir en professionnel responsable et en acteur d'une transition durable, le C6. Ça peut vous valider certains trucs, notamment au niveau des annexes. En plus, la directrice de l'asso, Delphine, elle répond de ouf, elle signe tout, elle est super sympa. Donc vous pouvez valider pas mal de compétences parce que bah c'est quand même assez durable de faire ça. Et vous pouvez peut-être, et du coup, la C4, évoluer dans un environnement complexe international et interculturel. Pareil, vous pouvez valider du coup des semaines à l'étranger grâce à l'ASSO parce qu'elle vous signe aussi les papiers interculturalité. Et vous travaillez dans une asso qui est du coup indonésienne.
et elle peut vous signer du coup un contrat sans souci. Et je sais que moi, quand j'y étais, il y en avait qui étaient carrément en stage. Mais du coup, à voir si ça passe auprès de l'école en tant que stage ingé, je suis pas hyper sûre. Mais en tout cas, il y en avait qui étaient sous contrat de stage, de thèse ou de recherche là-bas. Et la directrice de l'asso, elle est très cool sur ça. Du coup, bah 2 mois, ça peut enfin faire 8 semaines. Et donc, on valide 8 semaines tranquillou, assez sympathiquement. Du coup, voilà, journée terminée. Je sais pas si vous avez des questions supplémentaires à me poser maintenant ou plus tard. Je suis là. Ouais. Les touristes, un peu, tous les touristes que tu as pu rencontrer qui sont débarqués là-bas, est-ce Mhm. qu'ils avaient un peu une conscience écologique ou pas du tout? On trouve de tout. En gros, Giliti, c'est l'île de la fête. C'est vraiment l'île qui est genre à 2 heures de ferry de Bali et c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et tous les gens, c'est plein de jeunes qui viennent. Ils viennent 3 jours pour se mettre, faire beaucoup la fête. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de gens que tu croises, que tu te rends compte qu'ils en ont rien à faire. Ça jette les bières sur la plage. Enfin, après toutes les soirées, on retrouvait des bières partout, des trucs comme ça. Et au contraire, on a grave rencontré des gens trop cool qui, bah, ils ont entendu parler de l'assaut quand ils sont arrivés sur l'île et ils sont venus au beach cleaning et ils se rendaient pas compte de, ah bah ouais, c'est à ce point-là problématique. Du coup, il y a de tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient inconscients. D'ailleurs, bah, il y a un compte Insta et ils ont fait un réel qui a percé de ouf. Genre, il y avait 1 million de vues sur le. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup. Et dans les commentaires, du coup, c'est pour filmer le dump, la grosse montagne de déchets. Et dans les commentaires, il y a un gars, il a dit, ouais, moi, j'étais sur Gility il y a 4 jours. C'est un mensonge. Il y a pas de montagne de déchets. Et en fait, juste, c'est au milieu de l'île et du coup, tu le vois pas quand t'es un touriste. Et on s'est rendu compte que du coup, il y avait plein de gens qui, même s'ils venaient sur l'île, ils s'en rendaient pas compte du tout. Ils étaient super ignorants de tout ça. Et du coup, bah, t'as de tout. T'as vraiment des gens qui ferment les yeux dessus et des gens qui sont hyper alertes et qui ont pris conscience. Et c'était très cool. Ouais. Moi, je me demandais comment est-ce que vous êtes renseigné, enfin, comment vous avez pris connaissance de cet assaut, en fait, ça a été comment le processus, en fait, pour se renseigner, pour ensuite partir en Indonésie comme ça. L'asso, en fait, ça a été un mail d'un de nos profs qui a été envoyé un peu à tous les 3A, enfin aux 2A, comme une bouteille à la mer. Il y avait 2 liens d'asso. Et moi, je voulais faire de la plongée, donc je me suis renseignée dessus. Et du coup, on est tombé sur cet asso-là qu'on a trouvé super chouette. Et c'est juste comme ça qu'on a eu le contact. Et c'était des choses qui nous intéressaient du coup avec Adriane. Et on s'est dit, bah, Moss, on a pris contact, on s'est renseigné, on s'est rendu compte que c'était un truc sérieux. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'y retrouvait. Vraiment, gros coup de chance un peu. C'était très chouette. Ouais, Tu as fait toutes ces étapes-là, tu les as fait dans ton 2 heures, tu les as fait pendant que tu faisais ton stage les étapes 2. de prendre contact avec l'asso. Je les ai fait ici parce que on a eu le mail assez tôt, mais vraiment pendant le stage, enfin je sais qu'il y a des gens, des volontaires qui étaient avec nous parce que du coup on était un gros groupe de volontaires. Elle fait tous les mois la directrice un mois de training et on était une douzaine et on avait vraiment, il nous disait ah ben on a pris contact il y a 3 semaines. Et on s'est retrouvés là, c'était cool. Donc, dans l'asso, c'était assez chill. Juste, elle remplit les cours jusqu'à 12 personnes. Parce qu'elle peut pas avoir plus d'effectifs. Donc, si le cours est plein, il est plein. Mais il y en a à peu près tous les mois. Et donc, ça, c'est cool. Et par rapport à la plongée, vous faisiez juste du snorkeling ou vous allez plus loin, genre vous savez, des choses comme ça. Ouais, du coup, bonne question, j'ai oublié de le dire. On a fait enfin, beaucoup de plongée en bouteille. Tous les cours sont en plongée en bouteille. Et du coup, en amont, on a dû passer nos certifications de plongeur. Au niveau international, c'est pas les mêmes qu'en France. La France, c'est un des seuls pays relous qui a pas les mêmes niveaux qu'à l'international. Et du coup, là-bas, t'es en eau internationale. Et on a passé les 2 premiers niveaux de plongée et qui te permettent de plonger jusqu'à 30 mètres en autonomie et dans la nuit, en épave et bon, ça peut péter, grosso modo. Mais du coup, ouais, on a passé nos niveaux avant, fallait les passer en amont. C'était la petite préparation qu'on avait à faire. Ouais, Euh, du coup, tout ce que j'ai compris, enfin, c'est une île qui est très touristique. ouais. Et moi, j'avais déjà entendu des podcasts sur, enfin, sur le tourisme, et notamment, je crois que c'était dans le cadre de l'île Canaries, je ne connais pas la station, c'est en Gili, c'est ça? Ouais, Gilly. Et qui disait que bah, enfin, c'était une meuf qui habitait là-bas et qui disait que
pour elle, vraiment, quand les touristes, ils venaient, ils n'avaient pas conscience de la situation des autochtones, en fait, des gens qui habitaient là depuis des siècles. Mhm. Et je voulais savoir, est-ce que, continue, tu as eu l'impression que les touristes qui venaient sur l'île Gili avaient conscience que bah, c'est les gens aussi, ils dépendaient du tourisme, enfin, il y avait des raisons historiques, donc il y avait des rapports aussi entre les gens, entre les blancs et les non-blancs, il faut le dire aussi, qui Ouais. s'installaient. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une conscience autour de ça, ou justement les touristes qui viennent, ils n'ont pas spécialement. En gros, l'île, Et elle, même dans l'assaut aussi, là, parce que dans l'assaut, il y a une démarche un petit peu aussi pour bah, conscientiser ça, visibiliser qu'il y a des problèmes, aussi des problèmes au niveau du tourisme. En gros, l'île, je crois qu'avant, elle était pas très, très habitée. Il y a 20 ans, du coup, quand Delphine, elle y était, la directrice, elle disait il y avait rien à part un petit village. Et c'était une île, on va dire, enfin, elle est toute petite, c'est un banc de sable, donc t'as pas beaucoup de ressources. Et donc, t'avais pas vraiment de population avant. Mais par contre, tu vois qu'il y a une énorme différence. C'est vraiment, enfin, une île de vacances, mais que pour blancs. Tous les Indonésiens là-bas, juste, ils travaillent et ils sont beaucoup, entre guillemets, au service des blancs, on va dire. Et du coup, il y a un peu ce côté où, enfin, ils parlent tous anglais, il y en a, ils parlent pas, enfin, ils parlent indonésien entre eux, mais ils parlent tous anglais couramment. Les enfants parlent tous anglais, et pour le coup, j'étais à Jakarta avant, et personne parlait anglais là-bas. Donc, t'as vraiment ce côté où ils sont tous là pour les touristes, et les touristes en ont pas vraiment conscience, et tout est très européanisé. Tu trouves des burgers partout, des frites partout. Et je pense que les gens se rendent pas compte qu'ils ont rien à voir avec quelque chose de local ou authentique en venant sur cette île. Plus les gens, ils sont sur des plages de sable blanc, ils sont trop contents. Je sais pas si ça répond à ta question. Et au niveau de l'assaut, justement, est-ce qu'il y a une démarche pour essayer de s'inscrire dans comment on revient à une situation qui est beaucoup plus saine ou... Pas tant, c'est pas une de leurs missions principales parce que, enfin, on a du coup des gens dans l'assaut qui sont des natifs de l'île ou de l'île d'à côté, qui travaillent dans l'assaut et qui sont là, mais l'assaut tend pas à revenir à ça parce que je pense déjà ils ont pas mal de missions et comme il n'y a jamais eu, on va dire, vraiment d'authenticité sur cette île, je pense que c'est pas ce qui est recherché actuellement et ils sont plus sur les problématiques environnementales et animales que locales en mode authentique. Mais par contre, ça c'est quelque chose qui pourrait être fait, je pense à Bali parce que Bali c'est une île où il y a vraiment un vrai patrimoine culturel et historique, alors que sur Gili il y a rien. Ouais. Comment ça coûte au final de partir pour loger? Ouais, alors là-bas, le logement, c'est pas cher, la bouffe, c'est pas cher. Euh, alors, on avait prévu, parce que du coup, comme on a fait un voyage après de 6 mois, on a prévu à peu près, en répartissant les dépenses, 1000 par mois, en comptant les billets d'avion. Là-bas, sur place, il faut savoir que du coup, la formation que l'asso présente, elle est quand même payante parce qu'ils sont obligés de payer tout simplement l'oxygène pour plonger, t'as du matériel, tout le matos de plongée, tout ça, et toutes les certifications délivrées par les grands organismes, genre PADI, comme j'ai parlé, bah, elles sont payantes. Donc, je sais que la formation nous a coûté au total 1000 euros, je dirais quand même. Et après, là-bas, le logement sur place, c'est vraiment, tu peux t'en sortir pour 4 balles, 5 balles par nuit dans des trucs bien. Genre, on avait une piscine, très cool, mais avec la clim et tout. Et après, je sais qu'il y avait des potes, elles se logeaient pour 100 balles par mois, 120 balles par mois, tout pété. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec la France. Et là-bas, le coût de la vie est très, enfin, il est très bas. Donc, à peu près ça. Après, je pourrais retrouver sinon mon Excel des dépenses et si jamais tu m'envoies un message et je te redirai exactement combien ça m'a coûté. Mais on planifiait sur ça au total du voyage. Ouais. Comme s'il y avait un avion, on a dit. Ouais, parce que notamment manque de temps et le fait que en fait j'ai fait un stage du coup à Jakarta qui n'était pas prévu et qui s'est un peu précipité au dernier moment. Et par contre, une fois après que j'étais à Jakarta, bah, au moins je me suis dit bon bah voilà, je rentabilise l'Asie quoi. Mais ouais, non ouais, j'y suis allée en Asie et je connais pas grand monde ici qui ait pu aller autre qu'en avion en Asie. Il y a eu d'autres projets en Asie et tout le monde a pris l'avion. Mais tu peux y aller à vélo, mais il te faut beaucoup plus de temps. Mais j'ai rencontré des gens qui allaient Allemagne, Asie, Malaisie, je les rencontrés à vélo et ça faisait 2 ans qu'ils pédalaient. Mais il arrivait. Merci. J'ai une question.
Allô? Il y a une question? Yes. Ok, allez-y. Voilà, pardon. Moi, je le veux bien, par contre. Tu l'enlèveras pour moi. Mais on s'en fiche. Bah, c'est bien de savoir quand même. Ouais, si vous voulez pas le voir, en fait. Bon, on va commencer. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est tous les quatre des membres du programme Séphir. Donc, on a réalisé un projet humanitaire à Madagascar de mars à juin 2024. Mais avant ça, on va vous parler un peu de nos césures dans lesquelles on a fait des projets différents. Donc, pour ma part, j'ai réalisé un stage en modélisation numérique d'écoulement diphasique RO au Légier à Saint-Martin-d'Hères. Du coup, moi, pour ma part, j'ai fait un stage de 7 mois, donc j'ai fait mon stage de 2 ans et je l'ai prolongé de septembre jusqu'à décembre, en fait. Et ce stage, c'était à Madrid, dans un laboratoire d'électronique de puissance, sur un convertisseur de puissance. Moi, du coup, j'ai fait un stage de 6 mois en analyse de cycle de vie sur un produit industriel. Et après, je suis parti travailler dans un restaurant pour faire des sous et partir en voyage au Cambodge et au Vietnam. Pour moi, c'est un petit peu différent. Je n'ai pas fait de stage. Je suis parti 6 mois à Dublin parce que je voulais améliorer mon anglais. J'étais pas forcément à l'aise avec. Donc voilà. Donc, comment s'est formé notre projet? Donc, on a commencé à former notre équipe tous les quatre en janvier 2023, donc 1 an et 3 mois avant de partir. Donc, on a fait un appel avec des membres de EPIS, c'est une asso NCCube que vous connaissez peut-être, et ils nous ont mis en contact avec une ONG française qui s'appelle Solaire sans frontières. Donc, le projet qu'ont réalisé les quatre membres de EPIS, c'était d'électrifier un domaine qui fait des huiles essentielles, en pleine Cambrousse à Madagascar. Et ils avaient besoin d'électricité pour la lumière, les ordinateurs, etc. Et donc, ce groupe est parti avec Solaire sans frontières. Donc, c'est l'asso avec laquelle on est parti. C'est une ONG française qui a un intérêt particulier à l'électrification des infrastructures liées principalement à la santé et l'éducation. Et elle est composée de bénévoles principalement retraités, pas que, parce que nous quatre, on était bénévoles de cet asso. Et donc ces bénévoles accompagnent les ONG dans la réalisation des projets, mais ne fournit pas les fonds. Donc ça a été une très grosse partie de la préparation de notre projet, la recherche de fonds, mais Romain va vous en parler après. Donc ensuite, après avoir pris contact avec les bénéficiaires du projet, après qu'on ait choisi les projets évidemment, on a dimensionné l'installation du dispensaire sous l'aile de Christophe. Donc c'est un membre de Solaire sans frontières sans qui le projet n'aurait pas pu aboutir, tout simplement parce que les dossiers de subvention sont vraiment durs à avoir et il faut que le projet ait du sens et tienne sur pattes, quoi. Donc voilà, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment d'être accompagné parce qu'il faut être accompagné. Donc voilà les projets qu'on a réalisés. On en a réalisé deux principaux, des projets vraiment techniques. Le premier, c'est l'électrification d'un centre de santé qui reçoit environ 1000 patients et patientes par mois, de la médecine générale, la dentiste, les accouchements, etc. Le problème, c'est le réseau électrique qui fournit pas l'énergie toute la journée. Et donc nous, on a voulu apporter les fonds et le matériel pour qu'ils aient de l'énergie 24 heures sur 24 pour avoir des accouchements à la lumière, des rendez-vous qui ne sont pas reportés, etc. Du confort, quoi. Euh,
Le deuxième projet, c'était dans un centre des métiers ruraux, donc c'est genre un lycée agricole en pleine Cambrousse. Et il est vraiment isolé du réseau électrique. Et donc, on a besoin, enfin, les Malgaches ont besoin des panneaux photovoltaïques pour tout. Et entre autres, pour alimenter un système hydraulique, donc pour avoir accès à l'eau, pour boire, pour se doucher. Et ils utilisaient depuis 2021 une pompe en mode dégradé. Et donc, voilà, on a essayé de faire en sorte avec eux d'avoir un système qui soit cool. On ouvre un robinet, il y a de l'eau qui sort. C'était pas forcément le cas avant. Voilà les deux projets principaux. Et donc, en parallèle de tout ce que vous a dit Marie, et donc de toute l'étude des dimensionnements qu'on a pu faire, on a dû rechercher des fonds. Euh, donc, pour payer tout ce qui était matériel, le transporter sur place, aussi pour les billets d'avion. Donc, tout ça, ça représentait un budget d'à peu près 40 000 euros. Donc, je vais présenter rapidement comment on a fait pour obtenir ce budget. Ça pourra peut-être aider les 1 et les 2A qui veulent faire une césure et qui ont besoin de financer leur projet, qui peut être parfois assez coûteux. Donc nous, on a principalement été financé par des fonds de dotation. Donc pour ceux qui connaissent pas, des fonds de dotation, c'est des organismes qui vont essayer de récolter de l'argent en ouvrant des cagnottes où les entreprises peuvent faire des dons, en organisant des événements, des partenariats, enfin plein de choses comme ça. Et ensuite, ils redistribuent cet argent à des projets associatifs. Et donc ils redistribuent cet argent en organisant des appels à projets 1 à 2 fois par an. Et les assos, elles ont juste à déposer un dossier. Et ensuite, si ça plaît à l'organisme, ils acceptent et ils financent avec le montant qu'ils souhaitent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que déposer un dossier, c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce que s'il demande des dossiers très complets d'un point de vue technique, sur la viabilité du projet, sur l'impact que ça peut avoir sur l'économie locale ou l'économie, enfin, ou la population, ce genre de choses. Donc, c'est pas tout, enfin, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas forcément le plus passionnant à faire, mais en tout cas, ça peut vraiment aboutir à des financements et vous faire avancer dans vos projets. Ensuite, on a aussi eu des dons de la part d'entreprises. Donc nous, principalement de Digital Electric et Tractel. Après, il faut savoir que ça reste assez compliqué. Souvent, enfin, on a fait beaucoup de demandes pour très peu de réponses, même pour nous dire que ça les intéressait pas. Par exemple, Tractel, nous, ça aboutit parce que le père de Marie travaille directement dans la boîte, donc il a pu nous, un peu, on va dire, nous pistonner, donc ça nous a aidé. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais en tout cas, faut tenter. Si jamais vous avez 2 réponses sur 100 tentatives, bah, c'est toujours mieux que rien. Et après, on a complété notre budget avec une cagnotte qu'on a ouverte à la Fondation IMP, où tous nos proches et les gens de nos familles pouvaient faire des dons et ça a permis de compléter le budget. Et après, on a mis aussi en bas à droite de la slide quelques autres organismes qui peuvent financer. Nous, ça n'a pas abouti, mais en tout cas, voilà, ça peut en intéresser certains. Par exemple, ça n'a pas abouti avec la fondation EDF parce que on demandait 5 000 euros et eux, ils financent des projets qu'à hauteur de 10 000 euros. Donc, voilà, après, ça dépend de vos besoins. Donc après, je vais juste faire un point rapide pour ceux qui veulent faire des césures. Nous, c'est des petits conseils qu'on a eu assez tôt pour nos projets. Du coup, ça nous a pas mal aidé. C'est penser à faire assez rapidement les passeports et les vaccins. C'est des choses qui peuvent prendre du temps parce que déjà, les passeports, bah, pour avoir un rendez-vous en fonction de vous le demandez, c'est long. Et les vaccins, pareil, il y a des fois plusieurs doses à faire et ça s'étale dans le temps et ça peut traîner. Et aussi, essayez de vous renseigner sur les contrats d'assurance et les contrats de carte bancaire. Nous, typiquement, à Madagascar, tous payés en liquide. Donc, on a dû retirer pas mal d'argent pour payer le matériel et ce qui faisait qu'on a dû changer de carte bancaire et notre plafond de retrait. Sinon, bah, on était coincé. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Et donc, pour revenir sur la chronologie du projet, avant notre départ, donc en mars, on a fait une formation à Lyon avec l'association Solaire Sans Frontières sur le photovoltaïque. Donc, le but était de revoir un petit peu la théorie sur le photovoltaïque, mais surtout de pratiquer, parce qu'on n'avait jamais vraiment pratiqué. Enfin, par exemple, installer des panneaux sur un toit, aucun de nous savait faire, donc c'était vraiment indispensable de voir avant de partir. Et on a aussi manipulé tous les appareils électroniques qu'on peut voir. On peut en voir, par exemple, l'appareil bleu sur la photo, c'est un modulaire. Donc voilà, on a vu tout ça, et aussi on a bien été briefé sur la sécurité, parce qu'on peut rapidement mettre le feu, on va dire, sur un bâtiment avec des panneaux solaires si c'est mal fait.
Donc là, ça, ils ont bien insisté là-dessus sur la formation pour pas qu'on fasse n'importe quoi une fois sur place et qu'on en fasse notre installation. Donc voilà. Donc après cette formation, on va dire qu'on était prêt à partir à Madagascar et donc je vais laisser Amaury continuer de vous présenter plus en détail ce qu'on a fait là-bas sur place. Donc du coup, après la formation à Lyon, une semaine après, on prenait l'avion direction Madagascar et notre première mission, c'était donc au dispensaire au nord-ouest de Madagascar, dans la ville de Majinga. Donc le dispensaire, comme l'expliquait Marie, en fait, il était situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, avec pour objectif de soigner le plus de personnes, car de nombreuses personnes à Madagascar ne peuvent tout simplement pas se soigner, car les coûts liés aux soins sont trop élevés, et donc le dispensaire essaye de pallier un tout petit peu à ça. Le problème, c'est que le dispensaire, il doit faire face à de nombreuses coupures de courant, parce que dans les pays en voie de développement, en fait, il y a un constat qui est, enfin, général, c'est que de toute façon, le réseau électrique ne peut pas supporter en fait l'ensemble des charges qui sont branchées dessus, et donc le fournisseur de réseau automatiquement va délester à certains horaires pendant la journée, en fait. Donc ça peut durer quelques heures et jusqu'à des fois, par exemple, 8 heures d'affilée, et là, il n'y a plus d'électricité, sauf que dans les hôpitaux, c'est vraiment très problématique, vous comprenez. Donc nous, notre objectif, c'était de pouvoir assurer une continuité de service au dispensaire grâce à l'installation d'une centrale photovoltaïque. Et donc finalement, nous, pendant le projet, on a réussi à installer donc une centrale solaire d'une puissance de 6 kW crête. Donc on a installé 12 panneaux solaires qui étaient environ de cette taille-là. Ensuite, avec ces panneaux solaires, en fait, on les a couplés à un système de batterie. Et donc, à la fin, on avait une autonomie en électricité de 27 heures par rapport à la consommation du dispensaire, par rapport à la consommation journalière. Donc, l'objectif était rempli, parce qu'on a observé que les coupures de courant, elles étaient au maximum de 7 à 8 heures. Donc, ça veut dire qu'avec 27 heures d'autonomie, normalement, vous pouvez tenir le temps qu'il faut avant que le réseau revienne. Et donc, finalement, les conséquences de ça, c'est que plus de 1000 personnes par mois bénéficient d'un service de santé qui est fiable et qui peut, en fait, tout simplement sauver des vies. Parce que, comme l'expliquait Marie aussi, par exemple, il y a une maternité. Et dans cette maternité-là, vous avez des concentrateurs d'oxygène, en fait. Et s'il n'y a pas d'électricité, si un enfant est né prématuré, tout simplement, il n'y a pas de moyen de le sauver, en fait. Donc, bon, les gens sont habitués à ça, en fait, hein, dans la Madagascar de manière générale, mais c'est important de le savoir. Et pour assurer cette continuité de service, ça permet, en fait, de sauver des vies dans la vie de tous les jours. Et vous voyez aussi, donc là, on voit donc la pose des panneaux à gauche. Au milieu, c'est le compteur électrique de base. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on est arrivé, les compteurs électriques, c'était vraiment très vétuste. En fait, c'était une installation assez vétuste. Et à la fin, on a essayé de faire les choses le plus propre possible. Et du coup, on voit les deux tableaux électriques avec l'onduleur, le gros bloc blanc. Et en bas, c'est les batteries, socle batterie. Par contre, c'est important de préciser aussi que nous, on a essayé de faire au mieux qu'on pouvait pour améliorer l'installation. Sauf que l'installation électrique, tous les câbles qui passent dans les murs, ça, on n'a pas pu le changer parce qu'il faudrait détruire tout le bâtiment. Et forcément, à ce niveau-là, ça reste encore vétuste. Mais en tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait sur ce point de vue. Ensuite, à la suite de l'installation donc à Majanga, en fait, une professeure de l'université de pharmacie nous avait contacté pour qu'on fasse une intervention dans une université devant des étudiants pour expliquer en fait l'enjeu de l'énergie solaire et également leur expliquer comment une installation solaire devait à peu près se gérer dans les grandes lignes en fait. Car il y a un point qui est très important, c'est que par exemple à Madagascar, nous dans le dispensaire en été, la personne qui est en charge de l'installation aujourd'hui, c'est le pharmacien du dispensaire. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'il y a un côté très multitâche, c'est-à-dire que vous pouvez être pharmacien, mais aussi être amené à gérer des choses très techniques. Pareil, le vigile, il faisait de la technique aussi. Enfin, il y a vraiment, les gens font plusieurs tâches à la fois. Et du coup, l'intérêt de tout ça, c'est d'expliquer à ces étudiants-là donc les enjeux du solaire et dans les grandes lignes comment gérer l'installation. Parce qu'aussi, Madagascar a un très gros potentiel solaire, c'est-à-dire qu'en moyenne, l'île, elle est ensoleillée 2 fois plus qu'en France. Donc, ça veut dire que l'énergie solaire est encore plus rentable là-bas, en fait, finalement. Et les Malgaches en ont vraiment très bien conscience de ça, ils le savent déjà. Mais nous, on a essayé de leur montrer les petites lignes, de leur montrer un peu les petits détails, à penser, en fait, le jour où ils feront une installation solaire pour eux, en fait, et surtout à pas tomber dans certains pièges. Donc, à la suite du coup du projet du dispensaire à Majanga et du séminaire photovoltaïque, comme l'a expliqué Marie, on a aussi été réparer un pompage solaire donc au centre de l'île. Donc là, on est passé d'un milieu urbain, donc à Majanga, on était vraiment dans une ville, donc au contact des gens, voilà. Et là, cette fois-ci, on était dans un milieu complètement rural, donc on était dans la zone de migration agricole, donc en plein milieu de l'île en fait. Donc là, c'est le réseau électrique le plus proche, il est à 50 km, c'est vraiment désertique, quoi. Et là, l'objectif, en fait, c'était de réparer, en fait, de remettre en marche une pompe, donc un pompage solaire. Donc, en fait, un pompage solaire, c'est un pompage, vous pompez de l'eau, sauf que ça marche à l'énergie solaire, en fait, au cours de la journée. Et le problème de cette pompe,
c'était en fait, elle était plus assez puissante pour alimenter le gros château d'eau que vous voyez là, le 5 mètres cubes en haut. En fait, elle pouvait plus alimenter ce château d'eau-là, et du coup, les personnes alimentaient directement des citernes intermédiaires, en fait, pour pouvoir s'approvisionner en eau. Mais du coup, c'était un problème parce que finalement, ils utilisaient pas la pompe au maximum de leur puissance, et ils avaient une quantité d'eau qui était beaucoup plus limitée par rapport à ce qu'ils avaient avant avec la grosse citerne d'eau. Donc nous, notre objectif, c'était de refaire l'installation électrique parce qu'en fait, de nombreux panneaux solaires ne fonctionnaient plus. Donc en fait, on a refait l'installation électrique complètement. On a remis aux normes en mettant des protections qu'il fallait bien. Et de plus à ça, on a ajouté un système, un contrôleur en fait intelligent qui permettait de gérer s'il y avait un trop plein d'eau. Parce que en gros, avant, ce qui se passait, c'est qu'ils utilisaient la pompe, ils la laissaient tourner, et en fait, quand la pompe avait fini de remplir les citernes intermédiaires, bah, ce qui se passait, c'est ils arrêtaient pas automatiquement, et du coup, l'eau débordait des citernes en fait, et ils s'arrêtaient 1 heure après. Sauf que c'est dommage parce que ça vide la nappe phréatique en fait de là où il y a là, il y a la source d'eau, et finalement, vous gâchez de l'eau quoi, en quelque sorte. Donc nous, on a essayé d'optimiser ça en mettant ce système-là en place. Et aussi, à la fin, on a refait tout le système d'adduction d'eau, en fait. Donc, on a fait, en gros, on a refait un réseau d'eau, en fait, un mini réseau d'eau, donc avec les habitations, salles de classe, et puis avec les robinets de la cuisine, etc. Donc, finalement, avec ces projets-là, on a vraiment, déjà, dans un premier temps, ça nous a vraiment permis de pratiquer techniquement, en fait, parce qu'on a appris plein de choses techniques sur le terrain, en fait. C'était génial pour ça. Mais aussi une grosse partie, d'échange, en fait, qu'on a eu avec les personnes avec qui on a travaillé, qu'on a côtoyé, qui était vraiment incroyable. Et tout ça, Colin va vous en parler dans les slides suivantes. Du coup, donc pendant ces 3 mois, en fait, on a été logé chez l'habitant. Donc, dans un premier temps, à Majanga, on était logé tout simplement dans le dispensaire. On était tout en haut et on était avec plus de batterie. Et en fait, du coup, c'était les sœurs qui s'occupaient de nous, parce que du coup, c'était un dispensaire de chez les sœurs. Et après, au niveau du CMR, donc au centre des métiers ruraux, on était aussi chez l'habitant, on était logé à côté des